Soumaï, bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien et toi, Wilson? C'est un réel plaisir de me sentir chez toi puisqu'on s'est rencontrés juste un petit peu avant et après le confinement. Ouais. Et d'où a jailli cette idée de déplacer l'émission, surtout de la commencer chez toi. Raconte-moi, qui es-tu, Soumaï? Alors, qui je suis? Je suis une restauratrice de 25 ans à Paris. Et puis, après le confinement, j'avais envie de donner quelque chose d'un peu plus culturel à mon établissement, qui est le 47. Donc, du coup, après notre rencontre, et sur Karine, qui nous a mis en relation, Oui. que tu connais très bien et qui est une de mes meilleures amies. Donc, du coup, je me suis dit, ce serait chouette qu'on fasse une émission ensemble. Une émission ici, mais incroyablement, le talent qui t'anime et qui te nourrit s'installe ici dans les fourneaux, ici, puisque tu es chef de cuisine. Oui. Et comment t'es venue cette vocation? D'abord, grâce à mes parents qui m'ont amené dans la cuisine depuis tout le temps. Et puis surtout, je fais ce métier parce que j'adore manger. J'adore tout ce qui est bon, tout ce qui est naturel. Et puis surtout, ça me permet de m'exprimer. Donc, j'ai repris naturellement les fourneaux. Et je fais une cuisine qui est mes origines, qui est franco-vietnamien. Et que je propose des plats traditionnels revisités. À l'image de l'émission inclusive que nous animons ici. J'aimerais savoir ce qui caractérise évidemment cette chef, puisqu'on le dit maintenant avec un F et E à la fin. Ça me dérange un peu. Quelle est la part de masculinité en toi? D'abord, je suis une femme, donc c'est facile à reconnaître quand même. Je vois pas. Mais parce qu'on demande tout le temps ça aux hommes, quelle est la part de féminité en toi? Et alors aujourd'hui, on demande aussi. De gouverner nos entreprises comme les hommes. Voilà, tout simplement. Sinon mieux. Sinon mieux. Sinon mieux. Nous sommes. Mais on ne va pas leur dire parce que c'est toujours très compliqué après. Nous sommes à l'E47, restaurant installé au cœur de Paris, juste à un pas tranquillement des Champs-Élysées. Hein, on en dit toujours. On leur dit de temps en temps. Et aussi, qui pourrait nous emmener à l'après-guerre, au fait, quand je vois ces charmantes demoiselles qui sont ici. Parce que le concept de cette émission, Soumaï, c'est d'avoir une personnalité reconnue dans son travail, qui vient porter une attention sur celles et ceux qui, demain, seront aussi connus que toi. Tout à fait. Je suis ravie. À l'image des Divas Swing, elles sont là, elles chantent, et on les rencontrera un petit peu tout à l'heure. Divas Swing sur la scène d'avant-garde. La scène est à vous. Hier j'ai appris à dire non, 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 non. Hier j'ai appris à dire non, 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 non. Hier j'ai omis de dire oui, 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 oui. Hier j'ai omis de dire oui, 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 oui. Ce qui a mis le why dans notre relation. Hier j'ai fait ma rebelle, belle, 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 belle. Hier j'ai fait ma rebelle, belle, 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 belle. Hier mon nom c'était rebelle, belle, 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 belle. Hier mon nom c'était rebelle, belle, 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 belle. J'ai reçu la poubelle, j'en suis d'autant plus belle. Hier je n'étais plus soumise. Miss, 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 miss. Hier je n'étais plus soumise. Miss, 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 miss. Hier il n'y avait plus de soumise. Miss, 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 miss. Hier il n'y avait plus de soumise. Miss, 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 miss. J'ai retroussé les manches de ma chemise. Hier j'ai cassé sa fierté. Hier je me suis mise en danger. Hier j'ai broyé sa fierté. Hier j'aurais pu y rester. Je me suis relevée, plus que décidée. Aujourd'hui je vais bien, 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 bien. Aujourd'hui je m'aime bien, 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 bien. Aujourd'hui je vais bien, 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 bien. Aujourd'hui je m'aime bien, 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 bien. Vraiment je me sens libre. Maintenant je vais vivre, 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 je vais vivre. Divas Swing.
Et moi, j'écoute les paroles et j'entends aujourd'hui je veux vivre, mais ça date de longtemps. C'est pas la première fois que je vous vois. Et vivre, ça fait partie de votre cursus, non? C'est mieux, oui. Non? Mais ou c'est le fait d'avoir commencé à dire non qui fait partie de ce nouveau monde que nous allons entamer. Vous avez appris à dire non. En fait, ce titre est contre la violence faite en général aux femmes, aux plus faibles. Et aux plus faibles. Voilà. Forcément, il faut apprendre à dire non. Non. Présentez-vous, je vous en prie. On commence par... Alors moi c'est Binta. Binta, Angélique Angélique, Et Allegra. Allegra. Alédra. Comment vous vous êtes rencontrés? Racontez-moi un peu ces trois cœurs-là qui fleurissent votre poitrine. Comment ces trois fleurs se sont rencontrées? Alors, ça fait très très longtemps qu'on chante toutes les trois ensemble. On a fait choriste de Bonnie Tyler en 1832, donc juste avant un peu la guerre. Et puis après, on s'entendait super bien. Et on a voulu entretenir le trio genre Andrew Sisters. On a écrit notre propre album. Voilà, donc écrit et composé. Et on est là Ouais, aujourd'hui. je vous avais déjà reçu dans le temps autour de cet album et il y avait de très bonnes plumes autour de la réalisation de ce LP. Et là, ce nouveau titre sortira Incessamment sous peu. sous peu, comme on le dit. Diva Swing, merci d'être venu rester un petit peu en place. Et nous allons voir ce qui fait ou défait l'actualité en ce moment. Nous avons le Covid-19 qui remet les pendules à l'heure, puisque nous avons la mondialisation généralisée par la maladie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, il y avait un certain monsieur Kouchner qui invoquait le droit d'ingérence. Et si on avait voté ce droit d'ingérence comme les droits de l'homme, on aurait pu intervenir plus tôt à Wuhan. Ainsi, nos spécialistes auraient pu endiguer cette pandémie. Le droit d'ingérence, c'est un concept français, c'est un concept avant-gardiste, mais qui n'a pas été retenu. J'espère que celles et ceux qui viendront ici en découdre avec la scène installée souvent dans les lieux perchés de Paris comprendront qu'être avant-gardiste, c'est avant tout appliquer les règles de la nouveauté. Édouard, générique s'il te plaît. Chris Morin-Heiter, architecte de formation, photographe, réalisateur. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on s'est connus il y a pas mal de temps et qu'avec cette pandémie, l'incroyable œuvre que vous avez réalisée dans le temps s'avéra vraie. Miracle. Là, on a une grande image de la Tour Eiffel entièrement revisitée par Chris Morin. On le regarde en ce moment. J'aimerais savoir, cette pandémie, qu'est-ce que ça a réveillé en vous ? Alors, ça a réveillé beaucoup de choses, parce que la pandémie nous a tous obligés à rester enfermés chez nous. Confinés, voilà, avec nos livres, nos souvenirs, nos enfants ou pas si on en avait, nos femmes ou pas si on en avait, enfin, notre femme ou pas si on en avait, enfin, seul ou en famille en tout cas, mais repliés sur nous-mêmes. Et du coup, forcément, le temps était plus lent. Et surtout, un Paris complètement désert, ce qui a permis à certaines personnes du côté du périph' ou même au cœur de Paris de revoir certains animaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir en plein centre-ville. Je crois qu'à Venise, on a vu des dauphins. En région parisienne et à Blois, il me semble, le long de la Loire, on a vu des daims, des chevreuils, enfin qui... C'est-à-dire que très très vite, puisque nous, Homo sapiens, nous n'étions plus là, et les places ont été reprises, quoi. On fait le tour d'horizon un peu, parce que pendant qu'on discute, on voit les images de vos réalisations. Cette envie de permettre à la nature de reprendre ses droits. Comment est né le concept des photographies signées Chris Morin-Heiter ? Je suis allé au Cambodge voir les temples d'Angkor, de civilisation khmer qui date du 9e au 12e siècle après Jésus-Christ, qui ont été donc des temples sublimes construits en pleine jungle, qui ont été abandonnés quand cette civilisation a périclité, et qui ont été quasiment ensevelis dans la jungle, alors que c'est
des palais aussi grands que... Ils appelaient ça des temples montagnes, c'est-à-dire que, enfin pas aussi grands que les pyramides, mais des temples immenses, sublimes, bâtis en pleine jungle dans des conditions difficiles. Donc un vrai exploit... de la nature. De l'homme, avec beaucoup d'esclaves probablement, mais en tout cas un vrai exploit, et qui a été finalement abandonné alors qu'il y a eu une splendeur, tout comme nous vivons une splendeur. Et je me suis dit... Hier, les temples d'Angkor, aujourd'hui, Dubaï, qui est une ville qui n'existait pas il y a 50 ans, qui est aussi grande que Manhattan, qui sort de terre, ouais. Et qui deviendra quoi, et puis globalement notre monde qui est de toute façon voué à retourner à la nature un jour ou l'autre, dans longtemps j'espère, parce que moi je suis un animal social. Je me suis quand même posé la question, qu'est-ce que tout cela allait devenir, toutes nos constructions, toutes nos villes, au fond notre civilisation. Le concept de l'émission, je vous le répète, c'est d'avoir des personnalités reconnues pour ce qu'elles font de bien, qui viennent ici nous en parler, partager leur savoir, et qui en même temps profitent de cela, portent une attention soutenue sur d'autres artistes qui demain seront aussi connus que vous, monsieur Morin. Je le souhaite. Ça va être dur, c'est ça ? Chris est sur la scène d'avant-garde installée à l'E47. Sébastien et le Maodo projettent aussi. On écoute un titre, on se rencontre tout à l'heure. It's
Sébastien Fournier, le Maïdo Project. Et au Cristal Bachet, présente-moi ton ami s'il te plaît. Au Cristal Bachet, c'est Alors, Michel Deneuve, le grand spécialiste, le créateur, le développeur, le maître du Cristal Bachet, lui-même. Incroyable. Prends le micro 2 secondes parce que nous allons découvrir. J'aimerais que tu me parles de ton invention un petit peu. Prends le micro, va derrière. Alors, d'abord, je dois remettre les choses en place. Ce n'est pas mon invention. Le Cristal Bachet est né en 1952 des mains de François et Bernard Bachet. D'accord. Ils étaient considérés à l'époque comme les pères de la sculpture sonore. Donc c'est un instrument qui fait des sons métalliques, très cristallins en effet, mais qui, pour émettre ces sons métalliques, on frotte des baguettes de verre. Chaque baguette forme le clavier et les doigts tirent et poussent comme un archer tire et pousse sur ses cordes et passent d'une baguette à l'autre comme sur un clavier traditionnel. Voilà. Et ça s'apprend pour apprendre à le jouer, il faut quelle base, être pianiste Non, pas du tout. On peut commencer par le cristal. Les pianistes, eux, ont une tendance à frapper. Et vous, c'est caressé. C'est caressé, c'est frotté. Il faut bien mouiller ses doigts, attention. On peut commencer donc tous par ceux qui arrivent à mouiller leurs mains, qui savent caresser et frotter peuvent... La caresse est importante, mais bien sûr. Mais je sais que la plupart des avant-gardistes ont les idées mal placées. Oui. Voilà, surtout toi. Dans ce monde de fous. Dans ce monde de fous. Et le concept du Maïdo Project, évidemment amené par Pierre qui est au milieu, je lui demanderai de prendre le micro cette fois-ci, de me parler un peu du concept du Maïdo Project, parce qu'il y a beaucoup de choses, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau et de pouvoir explorer un petit peu toutes les formes de création qui animent évidemment l'homme, l'artiste que vous êtes. La rencontre avec Sébastien Fournier s'est produit comment ? On leur dit ou... Allez, on lâche tout. En fait, on s'est rencontrés en plein confinement dans une église magnifique qui est Saint-Étienne-du-Mont, à côté du Panthéon. Et Sébastien répétait avec Michel et avec l'orgue aussi. Et un jour, j'allais plusieurs fois aux répétitions. En fait, je sortais avec ma feuille, avec mon heure de Tu peux nous dire que tu es croyant, hein, que tu vas à l'église, il n'y a pas de souci. Hein. Et en fait, à force de les entendre répéter dans l'église, c'était juste magique, parce qu'avec le son de l'église, c'était magnifique. Et un jour, je me suis dit, mais je vais aller les voir, et puis je vais proposer d'improviser avec eux. Et je me suis dit, bon, comme c'est des musiciens classiques, ils vont dire, bah non, on n'improvise pas sur ma musique. Et en fait, Sébastien m'a dit, bah bien sûr, amène tes instruments et on va improviser. Et donc c'est vraiment, c'est né d'une rencontre en plein confinement, en plein mois d'avril. Et bon, il y a eu différentes choses. Et donc vous vous êtes rencontrés chez toi et puis tu as travaillé sur le projet. Exactement. Avec eux et tu les as... Et j'ai présenté à la chanteuse indienne, la percussion. Et voilà, parce que le Maïdo Project, c'est toute une fusion d'apports différents de plusieurs formations, de plusieurs artistes. Exactement. Donc j'amène tout cet univers qui plaît énormément à Sébastien et Michel. Et on est en train de monter donc ce nouveau Sprezzatura World Project. Voilà. Très bien, merci d'être venu sur la scène d'Avant-Garde, faire la première. On se revoit le mois prochain. Merci Pierre, merci Sébastien. Un grand merci à vous, on est ravis d'être là. Voilà. Merci, bonne soirée. Sébastien, Maïdo Project encore, merci d'être venu ici. Ah, donc on revient à ce confinement et ces créations qui font la patte de l'artiste que vous êtes, puisque vous êtes coté aujourd'hui. On a vu un peu des images. Et puis, aujourd'hui, le film. Pendant le confinement, en fait, disons le premier jour du confinement, plutôt la veille, j'ai entendu le fameux discours qui parlait donc de confinement, et ça, c'était la mauvaise nouvelle. Et puis l'autre mauvaise nouvelle qu'il annonçait, c'était la guerre, quoi. Alors bon, évidemment, il a parlé de guerre, d'une pandémie, mais moi, le mot était lancé. Moi, le mot guerre, j'ai trouvé ça assez choquant. Très violent, en fait, très violent. Déjà une pandémie, que le monde s'arrête comme ça en un claquement de doigts partout, c'est pas rien. Pourquoi on fait pas ça pour les paradis fiscaux, par exemple ? On se demande bien, mais en tout cas là,
c'est qu'il y avait urgence probablement, et c'est vrai. Mais utiliser le terme de guerre, moi, ça a réveillé en moi, qui suis franco-allemand, des vieux mauvais souvenirs, quoi. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, évidemment, il parle de guerre au sens virtuel, mais quand même, il utilise ce mot, j'aime pas du tout. Mais surtout, j'ai envie de filmer ce qui va arriver, parce que ce qui arrive, c'est unique, c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est inédit. C'est inédit. Et moi, je suis confiné avec mon fils et mon ami qui est là, on est tous les trois. Est-ce qu'il va falloir se déguiser en cosmonaute pour aller faire des courses? On savait même pas le jour où ça a été annoncé concrètement comment ça allait se passer. Et surtout, on allait être coupé de nos parents, nos amis. Et donc, comment on allait vivre tout ça? Comment est-ce que la rue, elle est... moi qui aime bien voir comment la nature évolue dans les lieux publics, elle est bouger, même si c'était une période assez courte. Bref, je me suis dit, il faut que je filme ça. Il faut que je le photographie et que je le filme. Et finalement, par la force des choses, je me suis lancé dans un film où l'histoire où on est confiné, toute l'humanité était confinée dans l'espace. C'est-à-dire, on n'est plus sur Terre, on tourne en rond comme des crétins sur Terre, comme un hamster dans sa roue, en attendant de pouvoir revivre sur Terre comme avant. Et à la limite qu'on soit confiné dans une soucoupe volante, dans un building volant. Et donc là, c'est la genèse de l'idée qui a animé Chris Morin. Donc, comment on se sert alors de ces clichés, de ces réalisations passées, ce qu'on avait réalisé? Comment on arrive à en faire un long métrage? En fait, je me suis dit, on va être confiné. Bon, finalement, ça a duré que 2 mois et demi, ce qui était à la fois long et pas si long que ça au fond. Le monde a changé parce que ce peu de chute de pollution qu'il y a dû avoir ou d'émissions de tension du monde a baissé. Et la nature, on l'a tout de suite ressenti et a réinvesti des lieux, des animaux dans les villes. On l'a vu, ça. Et du coup, les tableaux que vous avez réalisés il y a 10, 12 ans, commence à devenir réalité. Voilà, c'est-à-dire que je me suis dit, dans mon histoire, on est confiné dans l'espace 9 mois, on tourne autour de la Terre 9 mois. 9 mois qui est une date symbolique parce qu'en 9 mois, on fait un homme neuf. Dans le même ordre d'idée, de manière symbolique, on va quitter la planète, on va enfin foutre la paix à la planète qu'on veut sauver, mais finalement, la sauver, c'est arrêter nos activités, ça lui fera beaucoup de bien. Enfin, ça nous fera beaucoup de bien aussi à nous. Eh bien, que se passe-t-il au bout de 9 mois d'absence de l'être humain sur Terre? Et quand on réatterrit, finalement, on réatterrit dans le monde que j'ai inventé il y a 10 ans avec mes photos, c'est-à-dire toutes les villes, mais bon, moi j'ai pris les villes les plus connues pour des raisons de compréhension de l'image, sont envahies par la nature. Voilà. Donc ça, c'est la genèse du film. Voilà, exactement. Et pourquoi le mot paix universel dedans? Parce qu'on cherche toujours des formules pour trouver des algorithmes, pour trouver des nouvelles formules mathématiques qui vont permettre de faire ceci ou cela. Mais peut-être qu'on ferait bien aussi de chercher la formule universelle de la paix qui nous permet de tous vivre en harmonie ensemble, être humain, être espèce animale, végétale. Voilà, c'est une espèce de douce utopie, mais après tout, je pense que ça nous ferait beaucoup de bien. Et on regardera tout à l'heure un extrait de ce film, mais pour l'heure, on retrouve la scène avec un monsieur que j'ai connu avec des Anglais à l'époque. Et déjà, il faisait rimer le son hip-hop avec tout ce que cela a de positif. C'est la rime métisse qui vient s'installer ici, à l'E47. Bonjour vous, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Très bien, très bien. Présente-moi tes amis, s'il te plaît. Alors voici Biflo, chanteuse soul, jazz. Avance un peu, ne reste pas derrière, ne te confine pas derrière ces messieurs. Voici King Sirocco. Pour vous servir. Et DJ Nojo qui va jouer en live à la MPC. À la MPC. Et moi, je t'avais connu manager. La première fois que je t'avais rencontré, c'était à Bruxelles. À l'Archiduc. À l'Archiduc, un endroit où j'organisais aussi des événements. Et tu m'as dit, tiens, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis après, j'ai invité des formations que tu as fait venir d'Angleterre. Et aujourd'hui, tu me dis, je chante aussi. Ouais, en fait, j'ai toujours rappé depuis très longtemps. Et pour moi, le hip-hop, c'est pas juste se concentrer que sur une seule chose. Il y a plein de choses à faire dans le hip-hop. Donc si je pouvais aider des Américains, des Anglais, d'autres artistes à se produire et à jouer, je trouvais ça intéressant de le faire. C'est intéressant de le faire. L'idée du partage, l'idée de partager. Et comment tu l'as rencontré, ton DJ? DJ Nojo, c'est par King Sirocco que je l'ai rencontré. King Sirocco. Je suis un peu la personne qui relie toutes ces personnes qui sont présentes et on travaille ensemble à défendre ce concept de partage des cultures qui s'appelle la rime métisse.
Et on s'est rencontrés dans une soirée où j'organisais aussi des soirées pour mettre en avant de jeunes rappeurs. Et il était là en tant que DJ, il est venu et voilà. Ça s'est fait assez vite entre nous. En tout cas, cela traduit assez bien ce que j'aime et ce que j'aime voir. La rime métisse, s'il vous plaît. Yeah. La rime métisse ne veut que des complices. La rime métisse ne veut que des complices. La rime métisse ne veut que des complices. La rime métisse, la rime métisse, la rime métisse, la rime métisse. Yeah. Biflo, King Sirocco, DJ Nejo, hey, hey. Architecte. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Celui qui dès qu'il apparaît on déclenche un autre. Fenêtre un climat de joie, facile à communiquer. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Celui qui dès qu'il apparaît on déclenche un autre. Fenêtre un climat de joie, facile à communiquer. Viens me nourrir de sourire car il est temps de s'ouvrir. Tant d'être attendu dans le tas alors que le rire est attendu. Monte dedans, saute en l'air, rentre dedans, roule par terre. J'ai fait le choix de jeter de la joie dans l'atmosphère. Transfert de bonne humeur à toutes les heures, c'est gratis. Pour qu'on vive et vibre comme les couleurs de Matisse. Oui, c'est la rime métisse en exercice sur les zygomatiques. Sortir des dramatiques ambiances en ramenant les sens. Paix, amour, unité, s'amuser, savoir utiliser cette substance universelle et toute la richesse qu'elle recèle. Essayons ensemble, on a tous le même sens. Et mon texte prend un sens sur nos têtes, je le sens. Souvenons-nous de l'enfance, avant le langage. La communication s'engage sur les traits du visage. Là on prend cette vibration, on l'applique à tout âge. Suivant cette direction dans l'ambition de s'ouvrir pour qu'on puisse mourir avec le sourire. Avec le sourire? Oui, avec le sourire. Le sourire, oui, mais le vrai. Je cherche juste un sourire. Oui, mais le vrai. Je cherche juste un sourire. Oui, mais le vrai. Celui qui dès qu'il apparaît on déclenche un autre. Fait un climat de joie, facile à communiquer. Je cherche juste un sourire. Oui, mais le vrai. Je cherche juste un sourire. Oui, mais le vrai. Celui qui dès qu'il apparaît on déclenche un autre. Fait un climat de joie, facile à communiquer. Juste un sourire. Alors ne fais pas semblant, souris franchement et surtout ne me laisse pas là en plan. Je l'ai croisé un radieux, ravissant de blanche dans ma vue et des yeux en amont de ce qui semble une discussion. Le monde tenait la place tout content de ma rencontre, le temps en fait content pour du beurre. J'étais sans elle, aux anges avec elle, souriant comme un bébé le ferait sans faire de zèle. Mon être s'est soudain rempli d'une immense joie, la bonne humeur se diffusait comme de l'encens consumant. Voilà tout ce que j'attends, en fait ce qui me surprend, mais je sais que tu comprends. Il ne s'agit nullement d'un automatisme ou d'hypocrisie dans mon comportement, simplement d'un moment plaisant. Passé ou présent, posé me taisant, rêveur à 100%, je me souviens de ma thèse enchantée. Toutes les fois où quelqu'un m'a offert inopinément sa sympathie, je lui retournais aussitôt le compliment. Ce sourcil un instant, parfois je me défends de chercher le pourquoi du comment. Et je donne tout comme je prends. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Celui qui dès qu'il apparaît on déclenche un autre. Pénètre un climat de joie, facile à communiquer. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Celui qui dès qu'il apparaît on déclenche un autre. Pénètre un climat de joie, facile à communiquer. Saute en l'air, rentre dedans, roule par terre, monte tes dents, saute en l'air, rentre dedans, roule par terre, monte tes dents, saute en l'air, rentre dedans, roule par terre, monte tes dents, saute en l'air, rentre dedans, roule par terre. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Oh je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. Oh je cherche juste un sourire, oui mais le vrai. C'était la rime métisse. La rime métisse dans le blabla. Wilson, avant-garde. Architechnique, Kim Sirocco, Biflo, DJ Nejo. Merci. Merci. La rime métisse. J'adore le son qui clôture un petit peu le titre. C'est de la Begin, ça. C'est sur un sample de Zouk, justement. Exactement. De Zouk. Eh bien, on est allé chercher dans la discothèque, on va dire, faite aussi de musique antillaise. On a pris un extrait de Tania Saint-Val, un morceau assez connu, et dont on a demandé l'autorisation, et on en a fait un titre
tout autre avec la rime métisse. Et je sais, bon, cette histoire de pandémie, les concerts, il n'y en aura pas beaucoup, mais est-ce que vous avez encore des plans où on peut aller vous écouter quelque part? Justement, on a ce week-end, on va du côté de Dreux, dans un café qui s'appelle, un café associatif, qui s'appelle le café, le 16, Café de la Blaise. Et on va faire un concert là-bas, c'est peut-être... c'est mort. Hein. Un des derniers, quoi. Ouais. Donc il faut venir. Il faut venir. Sinon, il y a un site qui défile là et on a tous les coordonnées pour pouvoir vous retrouver. En tout cas, merci. Merci. Et puis toi, arrête d'être confiné derrière les garçons. J'ai envie que tu... Non, viens un peu devant là. Vas-y. Viens un petit peu devant. Alors, fais-moi un truc a cappella, très ça, là, vas-y. Ouais. Ok. There's a fire started in my heart, preaching a fever pitch is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay you bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. Bravo. Tu vois, ça vaut pas vraiment le coup de rester derrière ces hommes. Merci d'être venu dans l'avant-garde. Merci. Et tout de suite, on regarde un extrait de ce film signé Monsieur Christ Morin-Eitner. C'était mon week-end sur 2 avec mon fils. Et il faut au minimum assurer l'alimentation du petit. Et surtout, préparer ce grand voyage. Boucler ses foutus bagages, car cette nuit, demain ou dans quelques jours, au signal, on part. On quitte la planète. On décolle. Dans ma tête de bipolaire, signé François Lejeune. Vous avez le micro. Bonsoir Wilson. Comment est-ce? Écoute, je vais bien, je suis très ému. Je suis très ému de participer à cette émission chez mon ami Soumaï, au 47. Je suis très ému d'être en face de toi et je suis très ému de pouvoir défendre mon livre dans ma tête de bipolaire. Dans ta tête de bipolaire, un livre signé à 10 doigts, plus 10 autres, ça fait 20, on dit à 4 mains, avec Juliette Lambeau. Alors c'est un livre que j'ai fait avec Juliette. J'ai essayé de le faire avec 2 autres personnes avant, ça n'a pas marché, elles ont fait 2 burn-out. Et Juliette, qui est journaliste et rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Thalassa, le magazine de la mer, a lu les 80 premières pages que j'avais écrites. Elle m'a dit, j'en fais un film. Je lui ai dit, écoute Juliette, on fera un film plus tard. On va essayer d'en faire un livre. Et elle a fait vraiment un travail avec moi pendant 3 ans. On s'est parlé, elle m'a interviewé. Elle est allée chercher des choses au plus profond de moi-même. Et on a raconté mes 30 années de bipolarité. Voilà. 30 années de bipolarité concentrées sur quelques pages aux éditions Erol. Moi, quand je lisais ceci, j'en parlais avec une amie qui me disait qu'elle était aussi bipolaire. Il y a combien de bipolaires en France? On est 1 800 000 bipolaires. Il y a 2 types de bipolarité. Il y a les BP1, les bipolaires 1, et les bipolaires 2. Les bipolaires 1... D'abord, il faut expliquer ce que c'est que la bipolarité. C'est pas ce qu'on dit. On explique ça simplement en disant que ce sont des troubles de l'humeur avec des hauts et des bas. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. Je dirais que ce sont plutôt des gros pétages de plomb avec des graves dépressions nerveuses derrière et des périodes de stabilité plus ou moins courtes ou longues. Voilà. Bon, j'espère que cette interview se passera très bien. Sinon, je peux prendre le micro dans la gueule, c'est ça? Non, pas du tout. Non, ok, d'accord. Pas du tout. Donc je me mets là parce que j'étais en position de fuite, moi, au fait. Je me dis, est-ce que pendant l'interview, il va péter un câble? Non, ça fait 10 ans que je vais bien. Voilà. Okay. Non, ça c'est la partie joke de l'interview. Je me remets bien en place pour parler un peu de ce problème qui est réellement important parce que ça se contrôle aussi. Sur 1 800 000 bipolaires de type 1 ou 2, donc le type 1, pour répondre à ta question, c'est ceux qui ont des phases maniaques équilibrées avec des phases dépressives. Le type 2, c'est ceux qui ont quelques phases maniaques et beaucoup de phases dépressives. Ça peut se soigner, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour le partager. Parce que je crois qu'il ne faut pas se cacher de la bipolarité, il faut d'abord l'accepter. Il faut le vivre. Il faut vivre avec. Il faut l'accepter
il faut avoir le bon médecin pour pouvoir vivre une vie tout à fait normale. Voilà. Et à quel moment les premiers signes apparaissent? Alors, dans 80% des cas, c'est à l'âge de 20 ans. Généralement, ça touche des gens qui sont plus sensibles que les autres. Et on ne le détecte pas très jeune chez les enfants? Non, je crois que la source vient peut-être à l'enfance. C'est pour ça que quand vous êtes parent et que vous avez des enfants plus sensibles ou qui sont plus émotionnels que les autres, il faut peut-être les aimer plus que les autres et peut-être qu'ils ne feront pas de troubles bipolaires plus tard. Voilà. De troubles bipolaires plus tard. Donc cette envie de coucher sur du papier, ce qui fait votre bipolarité. Tout à l'heure, vous me parlez de Madame Lambeau qui voudrait en faire un film. Moi, ayant parcouru un petit peu le livre, je sens que ça pourrait être porté à l'écran. Exactement, c'est très visuel. Parce que les anecdotes qu'il y a dedans sont quand même assez conscientes. Oui, parce qu'on raconte à la fois l'origine, on raconte mon enfance, donc un début de vie normal, un baccalauréat, une jeunesse dorée à Marseille, et puis des études très turbulentes en Suisse. C'est là où s'est déclenchée ma bipolarité et mes hospitalisations. C'est-à-dire qu'on parcourt ma vie avec une dizaine de crises, 9 hospitalisations, puis après le chemin vers la stabilité. Le choix de vous inviter dans cette émission réside aussi du fait qu'on parle de confinement, on parle de pandémie, et souvent les bipolaires se font confiner. Oui. À l'insu de leur progrès. On vient souvent nous chercher quand on va pas bien. Ça peut être les gendarmes, ça peut être l'armée. Voilà, on vient nous mettre, on vient nous chercher parce qu'on n'est pas bien et on rentre. Et on vous interdit d'intégrer la société. Parce qu'on a un pétage de plomb et on va nous soigner dans des hôpitaux psychiatriques plus ou moins durs. Et là, après la crise, vient la descente aux enfers. Ce que j'appelle la descente aux enfers, c'est la dépression. Et on se retrouve tout seul. On a perdu son métier, sa femme, ses amis. Et il faut toujours se reconstruire. Et comment on se reconstruit dans une société qui, forcément, vous a confiné? Comment on se réinjecte dedans? Parce que moi, je vous ai connu, monsieur Lejeune, ici, en plein Paris, et j'ai jamais pu soupçonner une seconde que vous étiez bipolaire. D'ailleurs, je le crois même pas, au fait. J'ai une petite fille de 14 ans. Et ma dernière vraie crise a eu lieu il y a 12 ans. Et depuis, j'ai décidé de changer, de prendre mes responsabilités, de prendre un traitement adapté et de gérer mes émotions. C'est la gestion de sa sensibilité, de ses émotions, c'est très important. Et de renverser le schéma des bipolaires qui est crise, hôpital, dépression, stabilité, crise, hôpital, dépression, stabilité. Voilà. Et je pense que maintenant, en parlant de la bipolarité, en parlant des nouveaux traitements, de la psychoéducation, de la neuroscience, il faut en parler, il ne faut pas se cacher. Voilà. Le bipolaire est toujours caché et c'est pas bien. Dans ma tête de bipolaire, signé François Lejeune et Juliette Lambeau, Sarah Lankman. L'album, on l'a reçu à la rédaction, on l'a écouté et tout de suite on a rappelé pour dire ça c'est de la balle. Revenir au son jazz, c'est vraiment énorme. L'album sera présenté le mois prochain ou non ce mois-ci, mais si avec cette histoire de pandémie, je ne sais pas si c'est confirmé, on verra. Oui. Raconte-moi un petit peu parce que je ne te connaissais pas. Alors, je reçois l'album. D'abord, c'est ton attaché de presse qui m'envoie les trucs. Et moi, je trouve que c'est une révélation pour moi. Alors que je me suis dit, mais elle en a fait des choses, Sarah. Et oui, c'est quand même le 5e album. Le 5e album, c'est fou. Comme quoi, voilà, mieux vaut tard que jamais. Et comment t'es venue au jazz ? Et comment depuis toute petite, voilà, mes parents écoutaient du jazz. Mes parents sont pas du tout musiciens, mais voilà, le jazz a toujours été dans la maison et ça a toujours été quelque chose qui m'a réconfortée. Et je me suis dit, voilà, quand je serai grande, j'ai envie de faire du jazz. Voilà. Et quand tu auras envie de faire du jazz, bon, tu as souvent chanté un petit peu partout. Cet album, chanté en français, c'est vraiment beau, c'est vraiment fort. Merci. De revenir à la source. Ça m'a fait penser à plein de belles choses qu'on a aimées, tous les grands chanteurs, les crooners français. Et puis, porté par une femme comme toi, ça prend toute sa dimension. On écoute un morceau et on se rencontre un petit peu tout à l'heure.
Ça marche. Tous les mots qu'on laisse et toutes nos promesses volent entre nous deux comme une danse. Et tous ces instants d'amour imprudents comme des corps, mes mains en tremblent encore. Mélancolie, souriante et insolente, et tout s'enfuit, et ainsi va la vie. Quand tu reviendras à nouveau dans ses bras, moi je partirai loin vers ma chance, qui se présentera pour un autre que toi et qui m'attend. J'y crois le cœur battant. Mélancolie, souriante et insolente, et tout s'enfuit, et ainsi va la vie. Je suis bouleversée d'amour inexprimé, mais j'y crois encore. C'est ma démence. Pourrais-je réussir un jour à ne plus souffrir de tout ça? La vie nous le dira. Mélancolie, souriante et insolente, ah mon ami, et ainsi va la vie. Le temps fait bien les choses et renaissent les roses de vrais sentiments et d'une nouvelle chance. C'est bien ça l'amour quand on y croit toujours malgré tout, pour aller jusqu'au bout. Mélancolie, souriante et insolente, enfin réunis, et ainsi va ma vie. Merci. On rappelle que Sarah Lankman est accompagnée de plusieurs musiciens et que le fait de faire un piano-voix, c'est juste pour nous faire partager cette envie de te recevoir dans cette émission qui se voudrait plutôt intimiste. On écoute un second titre ? J'ai écrit cette chanson en fait en hommage à Charles Aznavour. Normalement, quand j'écris une chanson, le texte vient. En fait, c'est la musique qui vient très naturellement et les paroles viennent après. Et en fait, pour une fois, c'est le texte qui est venu et je n'avais pas de musique. Et en fait, c'est le jour de la mort de Charles Aznavour, donc c'était le 1er octobre 2018, il me semble. Et ben en fait, la musique m'est venue ce jour-là. Voilà, donc c'est un hommage à Charles Aznavour. Ton silence dit tout, ton silence est bien là. Ton silence dit tout ce qu'il pense tout bas. Il n'ose les crier, ces mots qu'on veut entendre. Il ne dit rien pourtant, c'est à ne rien comprendre. Moi j'attends une action, un geste ou même un cri, mais pas une parole ne traverse les cris. Tu joues sur ma patience pour faire le premier pas, mais crève donc cette absence, ou bien tu t'en voudras. Prends-le à bras le cœur, ce silence trop lourd, et si tu vins ta peur, je t'aimerai toujours. Ton silence en dit long, ton silence est bien là. Il n'y a que des questions qui planent de ci de là. Laisse donc tes yeux me les faire deviner. Laisse donc ta bouche m'embrasser.
là, posé ancré au sol, telle une statue. Était-ce un ras-le-bol lorsque tu t'es-tu dans ton orgueil? Je ne devine plus. Si ce n'est pas un mot, alors que soit un geste, ne serait-ce qu'un signe que le cœur manifeste. Laisse donc tes yeux me les faire deviner. Laisse donc ta bouche m'embrasser sans rien déguiser. Tu n'auras rien à dire, mais je saurai au fond que c'est là ta manière de me dire pardon. Sarah Lankman. Merci, l'album. Merci. C'est déjà sorti sur les bonnes plateformes. On peut la télécharger, l'acheter. Et en physique aussi. En vinyle. En vinyle aussi, dans les bonnes pharmacies. Merci d'être venu dans Avant-Garde. Dans ma tête de bipolaire avec François Lejeune. Je vous remercie encore de ne pas avoir pété les plombs depuis le début de cette interview. Je trouve que le silence, la chanson sur le silence en hommage à Aznavour était magnifique. Donc elle était ça. Et comment ça se soigne? Alors, la bipolarité. Je crois qu'on n'est jamais guéri de la bipolarité. Il faut apprendre à l'accepter, apprendre ne pas la renier, apprendre à vivre avec, prendre son traitement, adapter, se connaître soi-même. Je crois que avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai appris à me connaître et à repérer tout ce qui m'avait fait chuter. Et en maîtriser les démons, en fait. Voilà, en maîtriser les démons et surtout bien suivre son traitement et avoir une bonne hygiène de vie, c'est important. Le sommeil aussi, parce qu'on est des gens, on n'arrive à pas dormir pendant 3 semaines. Donc, est-ce qu'on peut boire de l'alcool en étant bipolaire? Alors, moi je suis dans l'alcool, je suis dans le vin, je suis marchand de vin. Je travaille avec 200 restaurateurs parisiens dans Soumaï au 47, donc je fais la carte des vins. Je bois régulièrement, mais je crois pas que ça soit un exemple. Moi, j'ai appris à fumer, à boire avec la maladie, sans faire trop d'excès. Mais j'aime bien boire et ça me détend. Voilà. Ça détend et c'est forcément bien puisque. Voilà, ça me détend de boire des bons vins en tout cas. Je pourrais pas dire le contraire. Voilà. Le livre est aux éditions Erol et je conseille vivement à tous celles et ceux qui ont envie d'en connaître un peu plus sur cette maladie. C'est une maladie. Exactement, c'est un livre d'espoir aussi, avec un témoignage de mon médecin qui est libanais, qui est le docteur Antouche, qui est une des pointures mondiales, qui explique bien le parcours et comment s'en sortir et comment se stabiliser aussi, c'est possible. Voilà. C'est possible. Elle s'appelle Théodora Fornari, chorégraphe de son état. Elle a fait le déplacement spécialement pour venir ici, honorée de sa présence Avant-Garde, installée à l'E47. On fera connaissance tout à l'heure. Et Monsieur Lejeune, merci. Merci Wilson, vraiment, c'était vraiment un plaisir. Merci.
Prends le micro là-bas. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Tu étais du côté de... T'as pris le train aujourd'hui pour arriver à Stressé. Oui, j'étais en Normandie. Tu étais en Normandie et tu travailles avec quel chorégraphe en ce moment? Je travaille avec Karine Saporta. Je suis interprète pour sa compagnie depuis 4 ans, désormais. Et voilà, là, on prépare une nouvelle création. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, j'étais en Normandie. Ok, et t'es venue, donc à ton accent, on sent que t'es italienne, oui. Forcément. Et comment on vit son métier de chorégraphe au jour le jour? Comment on le travaille? Comment on se perfectionne? Et comment travaille une compagnie, s'il te plaît? Alors, les travails des chorégraphes, c'est différent déjà du travail d'interprète. Donc, il y a vraiment beaucoup de différences. Et je trouve que le travail des chorégraphes aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il faut toujours se rénover, toujours penser à quelque chose qui n'a pas été fait ou de refaire ce qui a été fait, mais d'une autre façon. Donc, il faut vraiment être à l'avant-garde, justement. Et pour ce qui concerne les travaux d'interprète, il faut savoir s'adapter à ce que les chorégraphes nous demandent. Donc, ça demande vraiment de l'ouverture à niveau d'esprit, à niveau de corps, de la technique, versatile aussi, parce qu'en plus, maintenant, on est de plus en plus des freelances. Ça veut dire que c'est rare qu'on travaille pour un seul chorégraphe. Et donc voilà, on voit différents chorégraphes et il faut toujours s'adapter et évoluer. Et là, tu es dans la compagnie. Et moi, je voulais t'avoir un peu ce soir parce que tu es une spécialiste du mouvement saccadé, et comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, merci d'être venu dans l'émission. Et puis on verra, parce qu'on avait prévu quelque chose de plus fourni avant, et l'histoire de la pandémie a fait qu'on a quand même tenu cette promesse de venir faire l'émission ensemble. Je vous en prie, Théodora, encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Elle s'appelle Bozia, Muriel de son prénom. Elle devait être assise, mais pour une femme qui connaît très bien l'émission, ça part un peu comme ça, un peu aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir. Bonsoir. Peintre, art thérapeute de ton état. Tu signes plusieurs expositions. Moi, je t'ai rencontré il y a déjà un bon moment. Et la qualité de ton travail et surtout l'esprit d'entreprise qui anime ton pinceau m'a donné envie de souvent te suivre. Nous parlerons évidemment de cette exposition qui va s'installer au cœur de Paris et dont le sujet est Notre-Dame. Comment as-tu travaillé ce sujet-là ? J'ai, bien sûr, c'est en lien avec l'événement qui s'est déroulé au mois d'avril avec l'incendie. Et finalement, après quelques temps, quelques jours, quelques semaines, pas tout de suite, est venue comme ça une sensation de se dire, tiens, mais toutes ces images, tout ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Et le cœur de la peinture et de la série, c'est de se dire comment je peux représenter ce qui ne se voit pas finalement. Et ce qui a surgi de l'événement. Voilà. L'idée, c'est de révéler au grand jour ce qui se cache derrière ou ce qui fait l'inconscient de quelque chose. Oui, non, il n'y a rien qui se cache derrière. C'est ce qui se cache. C'est pas ce qui se cache, c'est ce qui existe grâce à l'événement. Parce que finalement, tout le monde s'est retrouvé là devant l'événement, l'incendie. Et puis, au-delà de l'événement pur et simple, il y avait cette émotion incroyable. Et puis, pas juste les Parisiens, tous les Français, des gens du monde entier. Et ça, c'est tout à fait impalpable. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans la peinture. C'est-à-dire comment on s'est retrouvés ensemble à partager un moment, alors qu'on venait tous d'horizons différents, autour de cet incendie. De cet incendie. Nous avons là une toile qui trône dans la salle. Je demanderai à Lucie de zoomer dessus. Et raconte-moi la genèse de cette toile. Oui, alors, je me suis dit, la cathédrale, alors l'événement, il y avait plusieurs aspects. D'abord, il y a la foule et ce que ça a provoqué au sein de la foule. Et puis, la cathédrale, elle est habitée par des tas de chimères. Il y a les chimères et puis il y a les gargouilles. Et donc là, c'est une chimère qui s'appelle le strige. Et quand je l'ai vue, j'en ai regardé beaucoup et je me suis dit, ah non, c'est celle-ci qu'il me faut parce que c'était à la fois
la mettre en lien avec la foule, et puis elle tire la langue comme une histoire de dire regardez ce qui se passe, moi je suis là-haut, et puis il y a cette stupeur aussi autour, tout autour, oui, ouais. Qui regarde. Là, pour revenir à ce qui fait Muriel Bouzia, comment devient-on peintre? À quel moment on a envie de prendre un pinceau et signer des toiles et surtout le pouvoir l'afficher au grand jour? On le devient au moment où on ne se pose pas la question. C'est-à-dire que ça se commande pas. Il y a un moment donné, c'est plus fort que la réflexion, que d'envisager une carrière de peintre, que d'envisager de vouloir peindre. Je suis pas du tout dans le vouloir peindre, et je crois qu'être artiste, ça n'a aucun rapport avec l'idée de vouloir quelque chose. Et ce pont qui se situe entre l'art-thérapie et la peinture, elle existe ou c'est à l'artiste de Muriel Bouzia de créer ce pont? S'il y a un pont qui existe, c'est par ma peinture que je fais ressentir des choses d'une certaine manière dans mes ateliers d'art-thérapie. Je ne pense pas que ce soit mon métier d'art-thérapeute qui influence ma peinture. Je pense que c'est d'abord... ça se relie, évidemment, parce que je suis dans un métier de l'art-thérapie qui permet une ouverture, d'être extrêmement en lien avec l'autre et intéressé par des tas de choses. De choses invisibles, qui ont trait vraiment à l'intime des personnes. Donc ça vient me nourrir, mais c'est plutôt ma personnalité artistique qui va teinter mes ateliers d'art-thérapie. Parce que l'art-thérapie, vous animez aussi des ateliers. Et comment ça se passe, ça? C'est la création, c'est pas spécifiquement la peinture, c'est la création d'une façon large. Ça peut être l'écriture, ça peut être l'argile, la peinture, qui est mis au service de la personne qui vient. Okay. Et dans un cadre particulier, avec des règles définies, on va permettre à la personne de passer un moment tranquille, libre, sans jugement. En adéquation avec soi-même. Oui, et ensuite, peut venir la parole ou pas, mais du coup, c'est la personne qui fait son atelier. Moi, je suis là comme une garante. Alors évidemment, tout ça, c'est pas naturel, il faut l'avoir... faut être formé. Et il faut le suivre. Mais du coup, ça permet mettre la personne en confiance. D'exister, de s'exprimer. Restez en place une petite seconde parce que autour de cette exposition qui a lieu au cœur de Paris, on dira à la Rare Galerie, il y aura des événements, puisque l'exposition va durer 3 mois, et durant laquelle il y aura plusieurs événements autour de cette expo, dont l'incroyable scène artistique qu'installera Creux Catherine de son prénom, accompagnée de Bonnet Cécile de son prénom. On écoute, on discute tout à l'heure. Notre-Dame de Paris, livre 9e, chapitre 4, Grès et cristal. Les jours se succédèrent. Le calme revenait peu à peu dans l'âme de la Esmeralda. L'excès de la douleur, comme l'excès de la joie, est une chose violente qui dure peu. Le cœur de l'homme ne peut rester longtemps dans une extrémité. La bohémienne avait tant souffert qu'il ne lui en restait plus que l'étonnement. Avec la sécurité, l'espérance lui était revenue. Elle était hors de la société, hors de la vie. Elle sentait vaguement qu'il ne serait peut-être pas impossible d'y rentrer. Elle était comme une morte qui tiendrait en réserve une clé de son tombeau. Et puis, Phébus vivait. Elle en était sûre, elle l'avait vu. La vie de Phébus, c'était tout. Après la série de secousses fatales qui avaient tout fait écrouler en elle, elle n'avait retrouvé debout dans son âme qu'une chose, qu'un sentiment, l'amour pour le capitaine. C'est que l'amour est comme un arbre. Il pousse de lui-même
jette profondément ses racines dans tout notre être et continue souvent de verdoyer sur un cœur en ruine. Et ce qu'il y a d'inexplicable, c'est que plus cette passion est aveugle, plus elle est tenace. Elle n'est jamais plus solide que lorsqu'elle n'a pas de raison en elle. Quand la pensée de Phébus lui en laissait le temps, l'Égyptienne songeait quelquefois à Quasimodo. C'était le seul lien, le seul rapport, la seule communication qui lui restait avec les hommes, avec les vivants, la malheureuse. Elle était plus hors du monde que Quasimodo. Elle ne comprenait rien à l'étrange ami que le hasard lui avait donné. Souvent, elle se reprochait de ne pas avoir une reconnaissance qui ferma les yeux, mais décidément, elle ne pouvait s'accoutumer au pauvre sonneur. Il était trop laid. Elle avait laissé à terre le sifflet qu'il lui avait donné. Cela n'empêcha pas Quasimodo de reparaître de temps en temps les premiers jours. Elle faisait son possible pour ne pas se détourner avec trop de répugnance quand il venait lui apporter le panier de provisions ou la cruche d'eau. Mais il s'apercevait toujours du moindre mouvement de ce genre, et alors il s'en allait tristement. Une fois, il se présenta à la porte de la cellule, où il n'entrait jamais, au moment où la Esmeralda chantait une vieille ballade espagnole dont elle ne comprenait pas les paroles, mais qui était restée dans son oreille parce que des bohémiennes l'en avaient bercée tout enfant. À la vue de cette vilaine figure qui survenait brusquement au milieu de sa chanson, la jeune fille s'interrompit avec un geste d'effroi involontaire. Le malheureux sonneur tomba à genoux sur le seuil de la porte et joignit d'un air suppliant ses grosses mains informes. « Oh, dit-il douloureusement, je vous en conjure, continuez et ne me chassez pas. » Elle ne voulut pas l'affliger et toute tremblante reprit sa romance. Par degrés, cependant, son effroi se dissipe et elle se laissa aller tout entière à l'impression de l'air mélancolique et traînant qu'elle chantait. Et lui était resté à genoux, les mains jointes comme en prière, attentif, respirant à peine, son regard fixé sur les prunelles brillantes de la bohémienne. On eût dit qu'il entendait sa chanson dans ses yeux. Catherine Creux, Cécile Bonnet. L'idée d'installer autour, évidemment, de l'exposition Notre-Dame de Paris, cet événement qui parle évidemment de Victor Hugo et qui fait partie des choix artistiques que tu mets en place, puisque chaque mois, tu vas proposer à la Rare Galerie quelque chose autour toujours de la lecture et du chant. Comment ça va se passer exactement ? Merci Wilson, parce que c'est grâce à toi. Wilson me donne carte blanche une fois par mois. Et en fait, moi j'avais pensé faire 3 types de lectures différentes et de mêler le chant quand il s'agissait de quelque chose de classique ou poésie. Donc la première lecture est donc un classique, parce que c'est Victor Hugo. Et j'ai eu envie de faire Notre-Dame de Paris parce que la galerie ouvre avec des peintures de Notre-Dame de Paris. Avec Notre-Dame de Paris. Et l'idée d'accueillir autour de ton expo tous les mois un événement, c'est quelque chose d'assez original. Et Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, ça a fait sens. Oui. Bien sûr, puisque quand j'ai évidemment démarré
les premiers coups de pinceau. Je suis aussi en parallèle fait des recherches sur Notre-Dame, sur la construction, sur l'architecture, sur sa vie. Et évidemment, je suis tombée sur le roman de Victor Hugo. Et il y a un mot qui m'a attirée. Ça a été, je crois, le mot qui a été le déclic par rapport à toute cette série de tableaux. Au début de son roman, Victor Hugo, il parle d'un graffiti qui est nommé dans la préface. On ne sait pas trop si ce graffiti il fait partie de l'histoire ou si c'est une préface qui est à l'origine du roman, en fait. Et en tout cas, dans cette préface, il y a ce mot Ananke, et c'est donc un graffiti qui aurait été trouvé dans les escaliers de Notre-Dame. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, Ananke. J'ai eu envie de chercher vraiment qu'est-ce que c'est ce mot, hein, plus que même de lire tout le roman. Et ce mot Ananke en grec, ça veut dire, c'est la déesse qui personnifie la destinée. Oh, je veux dire, c'est dingue ça, la destinée. Elle était gravée dans les escaliers de Notre-Dame. Et la destinée. Et en cherchant plus loin, c'est la déesse de la fatalité, quoi. Oh, je me suis dit, c'est trop fort. Donc en fait, ce qui est invisible, c'est ça dans mes toiles. C'est la destinée de ce qui arrive au bâtiment. C'est la fatalité de ce qui se passe, c'est comment nous, en tant qu'êtres humains, on est là tous ensemble et comment on traverse aussi ça, parce que finalement, c'est toute cette puissance du bâtiment, là, cette force, elle peut être tout à fait fragile et tout est faillible. Donc c'est comment nous, on peut aborder ce thème-là, tout petit être humain qu'on est. C'est aussi l'idée qu'un bâtiment qu'on a l'habitude de voir tous les jours, d'un seul coup, il peut ne plus être là. Donc ça vient appeler l'idée de la perte aussi, comment on est par rapport à la perte. Enfin voilà, donc tous ces tableaux, c'est ça, c'est tout cet invisible-là qui me... Qui font le... Qui se retrouve dans le roman. Qui font et dans au niveau le du bâtiment comme au niveau des personnages. Ah oui. Ouais. Merci d'être venu sur le plateau d'Avant-Garde. Merci. On se retrouve quelle date? Le 29 octobre. 29 octobre. Pour la Merci d'être venu. À suivre tout de suite une humoriste qui œuvre en ce moment sur une scène à Paris. Aude Lenner est sur la scène d'Avant-Garde, s'il vous plaît. Merci. Merci Muriel. C'est un spectacle qui raconte les 24 heures dans la vie d'une femme, d'une mère un peu bancale. Et c'est au Petit Palais des Glaces, tous les mercredis au mois d'octobre à 21h30. Et puis au mois de novembre, le mardi. Et au mois de décembre, le mercredi à nouveau. Parce qu'en plus, vous étiez alcoolique. J'ai pas marqué ça dans votre dossier. Ah bah si, juste là. Oh, ça sent d'ici, tiens, Geneviève. Ma pistache. Alcoolique, non. Idiote. Je parle des groupes de soutien des mamans. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Myriam. Et alors, j'ai une grande nouvelle. Vous êtes formidable. Bon, alors par contre, regarde pas parce que c'est hyper bien rangé. C'est ça à foutre en ce moment, rangé. T'as pas peur des chiens? C'est mon chien? D'accord. T'as vraiment les seins hyper fermes. Et n'oubliez pas, je suis là. Je me surveille. Allez, bon courage. C'est une histoire qui se raconte du début à la fin. Alors, je peux te le pitcher, bien sûr. C'est donc, ça commence par une interview dans une émission de radio. Comme ici, par exemple. Tard, exactement. L'émission s'appelle 24 heures dans la vie d'une femme. Et là, est interviewée donc Aude Lenner, mon personnage, qui est devenue Uma Thurman, donc une actrice porno. Donc une ancienne comédienne qui est devenue actrice porno à l'effigie de la star Uma Thurman. Voilà. Et ça donne quoi? Et donc ensuite, on repart dans ce passif. Elle raconte comment elle est devenue ce personnage. Et comment elle est devenue cette star du porno? De manière totalement absurde, en fait, en faisant un gros mensonge à son fils. Et ça donne quoi? Et ça donne à vif, ça donne le spectacle qu'il faut absolument venir voir au Petit Palais des Glaces tous les mercredis. Je fais donc tous les personnages dans le spectacle.
Voilà, je fais tous les personnages que rencontre cette femme pendant les 24 heures qui ont changé sa vie. Mon agent m'appelle pour devenir la doublure lumière d'Uma Thurman, la vraie. Ok. Pour un film qui est tourné à Paris, parce que bon, voilà, il trouve que je ressemblais. Bon. Alors je suis prise, 3 mois de tournage, ça se passe très bien. Uma Thurman, la vraie, je la vois pas beaucoup vu que je la double. Et de fil en aiguille, je suis repérée et je deviens sa doublure détail. Alors, doublure détail, qu'est-ce que c'est ? C'est les détails. Hein. Alors, attention, parce que moi, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Hein. J'ai d'abord fait son lobe d'oreille, après son genou gauche. Puis après, voilà, ça a été très vite. Puis ensuite, j'étais sur le tournage de Nymphomaniac, dans l'histoire. Et je suis repérée par un producteur donc, de Film X, qui me propose donc de retourner tous les films très connus d'Uma Thurman, à savoir... Pulp Fiction qui devient Vulp Fiction, Kill Bill qui devient Kill Bull, etc. Et voilà. Et donc, on part à partir de ce postulat-là, de cette interview que je viens de te faire en question-réponse. Et elle lui demande tout simplement, mais comment vous êtes devenu ça en fait ? C'est absolument, c'est absolument improbable. Déjà, bon, je rectifie l'histoire, hein, c'est fictionnel, bien sûr. Je ne dis pas bien sûr, on est d'accord. Mais en même temps, j'aime bien l'idée de dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de tabou, et je trouve que c'est très important de parler de cette liberté aussi, de devenir ce qu'on a envie de devenir, même si c'est un hasard et même si c'est complètement utopique et burlesque. Voilà, j'aimais bien cette idée-là, donc je suis partie dans cette narration un peu folle. Et puis ensuite, elle lui demande tout simplement comment est-elle devenue cette femme. Et on repart les 24 heures. Puisque l'émission s'appelle 24 heures dans la vie d'une femme, on repart dans les 24 heures qui ont précédé cette décision un peu folle, en fait. Voilà. Et c'est un prétexte pour moi, du coup, de parler de mon rapport. On comprend qu'elle a un rapport très, très complexe à la maternité, qu'elle a un enfant dont elle n'a pas la garde. Et c'est toujours un peu bizarre d'entendre qu'une femme n'a pas la garde de son enfant. Et du coup, on part dans ces 24 heures où on voit toute cette journée un peu bancale et très... à vif, justement, d'où le titre de mon spectacle, parce que je m'appelle Aude Lenner à vif. À vif. Donc voilà. Aude Lenner à vif, ok, d'accord. À vif, et du coup, ça permet de parler de plein de choses. C'est surtout, en fait, un rapport à la complexité d'être aujourd'hui une femme et une mère dans un monde qui est très bancal. Spectacle entièrement écrit par Aude Lenner himself. C'est moi qui l'ai écrit, oui. Mise en scène par Sébastien Pérez. C'est un très bon ami à moi. Et qui se joue tous les mercredis. Pardon ? Qui se joue tous les mercredis. Qui se joue tous les mercredis à 21h30 au mois d'octobre. Attention, au mois de novembre, ce sera les mardis à 21h30. Il faut bien suivre. Et en décembre, ce sera les mercredis à 20h. Un point d'ovation pour Aude Lenner, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il s'appelle Cyriaque de sa vie. Bonsoir tout le monde. Moi déjà, je suis très 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 heureux d'être invité sur ce plateau avec des photographes, des écrivains, des chanteurs, mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je m'appelle Cyriaque, j'ai 54 ans. Oui, et tu es styliste. Et je suis styliste. Raconte-moi, parce que là, moi j'avais remarqué, parce que tu devais, avec cette histoire de Covid, on a supprimé pas mal de personnes, mais tu crées de l'unisexe, c'est-à-dire les hommes et les femmes s'habillent de la même façon. Exactement. Il y a 5 ans, moi, je me suis dit, j'en ai marre de m'habiller avec un t-shirt, un pantalon, un pull, un pantalon, et blabla. Moi, ça me fatiguait vraiment. Et un jour, je me suis dit, la combinaison, pour moi, c'est parfait. Donc, je me suis acheté les combinaisons classiques avec la fermeture au milieu. Mais je me suis dit, je sais que ça dérangeait beaucoup, beaucoup les demoiselles. J'ai pensé, je trouvais pas. Jusqu'au jour, j'ai trouvé l'idée. C'est-à-dire que, on me filme là. On te filme, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que vous, demoiselles, regardez-moi. Je peux poser le micro, Oui, bien sûr, donne. Vous allez comme ça, vous voulez. Il n'y a rien, on n'enlève rien du tout, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, on s'en fout. Et vous remettez ça tranquillement. Et on ne vous embête pas. Et nous, les hommes aussi, c'est pareil. Nous, c'est facile, déjà. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Et je l'ai fait, je l'ai essayé, et voilà. Qui est-ce qui coud ? Comment ça se travaille ? Comment ça se prépare ? Voilà, comment ça se prépare ? Je fais les croquis. Je vais voir un couturier qui est en banlieue parisienne. Je l'essaye. Ça peut être anorak là, jean en bas. Moi, je sais que l'avenir, ce sera combinaison. Mais moi, je suis la 6G du prêt-à-porter. La 6G du prêt-à-porter. Merci encore.
Cyriaque de sa vie, l'émission tire à sa fin. Merci. Je demanderai. Merci beaucoup. Merci, monsieur. J'appellerai à nouveau Soumaï pour venir clore évidemment ce premier rendez-vous sur le plateau d'Avant-Garde installé évidemment dans son restaurant. Celles et ceux qui ont osé le premier déplacement, merci d'être venus. Allez chercher cette édition, c'est la première du nom, Avant-Garde, le magazine télé qui se lit. Tous celles et ceux, vous avez eu l'occasion évidemment de rencontrer ce soir sur ce plateau, animent les bonnes feuilles de ce premier numéro d'Avant-Garde que vous pourrez évidemment vous procurer dans tout le Grand Paris. On t'a pas beaucoup rencontré, on a vu à quel point être chef de cuisine, ça s'anime énormément. Ouais, exactement, donc j'avais pas eu beaucoup de temps malheureusement. Passé beaucoup de temps à servir les plats et j'espère que tout le monde a apprécié. Oui. Au cours de cette soirée. Avec toi. Ouais, je suis sur la scène d'Avant-Garde. Alors forcément, la salle, je ne la voyais pas. Je la voulais animer comme ceci. Mais on y arrive. On y arrive à la fin. La genèse réelle du restaurant-bar réside surtout dans le fait que c'est installé dans un lieu incroyable. Ouais. Parce que dans les années 30, au sous-sol de ce lieu, Joséphine Baker lançait son premier club à Paris. Exactement. Ça a été connu, cet endroit a été connu pour ça. Et parce que aussi, ce restaurant est habité dans un super hôtel 4 étoiles, qui est l'hôtel Château de Frontenac. Le Gaulle Frontenac existe depuis, je crois, plus de 100 ans maintenant. Ouais. Donc les gens viennent, ils mangent, et puis s'ils sont trop fatigués, ils montent dormir ici. Ils peuvent réserver, aussi faire un room service s'ils en ont envie. Enfin, il y a une liberté entre le restaurant, le bar, le room service, juste l'hôtel aussi. En tout cas, merci. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Et j'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci encore. Merci encore. Forcément, le recevoir, c'est un immense honneur et un grand plaisir d'accueillir évidemment le roi du blues mandingue, Monsieur Pedro Kouyaté, sur la scène d'Avant-Garde, s'il vous plaît. Chez nous, au bled, quand tu tombes malade, gravement malade, et que tes voisins viennent te rendre visite dans ta chambre de malade, quand ils en sortent désespérés, les yeux trempés et mouillés de larmes, et que tout le monde dit que toi tu vas y passer. Au bout d'un moment, au bout des mois, toi tu te lèves, tu t'habilles, tu marches et tu les vis. Dans ce cas-là, on joue ce morceau-là pour toi. Et personne ne dit, oh Marasao.
Chez nous au bled, chez moi au Mali. Le mot Mali veut dire hippopotame. L'animal qui vit dans l'eau et qui vit aussi avec les hommes. Certains diront qu'ils ont eu tort de t'avoir donné pour mort. Au boulot, dans l'amitié, dans l'amour. Non, tu n'es pas mort. Ils ont eu tort de t'avoir donné pour mort. Chez nous au bled, chez moi au Mali, quand tu tombes malade, quand tes voisins viennent te rendre visite, ton champ est malade. Eh Marasa, Imae Marasa, Imanasa Kakulu, Siriaki. Il est manake à la lonaye. Jafre ni ce qui fait comme Marasa. Oh Marasa Kodi, Imae Marasa Tewa. Pedro Kouyaté et les fugitifs. Présente-moi les deux qui sont là. Nelson Amilcaro, Olivier Baudin. Thank you. J'aime bien Olivier et ses machines, oui. et ton bassiste. La formation, elle est plus fournie que ça d'habitude. Oui, mais là déjà, on est une famille. Raconte-moi la jeunesse de ta vie. Comment tu as débarqué à Paris? Comment tu as révolutionné, évidemment, le blues mandingue? Comment tu travailles? Déjà, merci de m'avoir appelé. Et... Ben, je vais leur dire, tu m'as menacé de mort. Donc j'ai dit oui tout de suite. Oui, mais il dit ça parce que c'est un complot linguistique. Vous allez comprendre après. Je suis un enfant de la terre. Je suis griot. Je n'avais pas imaginé du tout un plan de carrière. J'ai amusé ma famille, la galerie, le pays, le continent, et on m'a appelé en dehors du continent. Voilà, donc je ne peux pas... T'es un homme de la terre. Et comment tu rencontres tes musiciens? Parce que ce que tu fais en ce moment, c'est quelque chose de très fou. Moi, il y a Pierre qui est avec son Maïdo Project, qui est dans le même état d'esprit de fusion, d'aller chercher des sons nouveaux, d'aller chercher des gens, de belles personnes nouvelles et de pouvoir inclure, être inclusif. Comment vous travaillez? Il vient avec ses compositions, ils viennent avec leurs compos. Comment tu imposes le son qui accompagne évidemment ton esprit griot? Eh bien, en une phrase, je m'ouvre, je prends le doute dans le plaisir au cas où l'enfermement, je ne sais pas s'il y a le paradis ou l'enfer, je fais confiance à l'homme. Et la musique, des fois tu choisis une famille, la famille te choisit souvent. Mais on ne choisit pas sa famille. L'amitié, c'est ce que tu n'as pas dans la famille. Donc c'est toi qui fais la démarche de t'ouvrir d'abord. La vie nous choisit. La vie nous choisit. Les fugitifs, ils sont pas tous en fuite là. Hein. Oui, mais Olivier Baudin, oui. C'est le boss. En fait, il est discret. C'est dommage, il n'a pas de micro, mais c'est lui. Un homme seul est un homme à fuir au Mali. Ok. On n'arrive pas seul. C'est bien d'ajouter le talent de l'autre. Donne-lui le micro, on va l'écouter. Ta rencontre avec Pedro s'est opérée comment? Alors Pedro, c'est un musicien du métro aussi avant tout. C'est quelqu'un qui a commencé à Paris, qui a commencé à jouer dans le métro. En fait, c'est dans le métro qu'il a commencé à connecter plein d'autres musiciens en fait, qui sont intéressés à lui, des bluesman américains, voilà. Et son nom a commencé à circuler. Et il y a un musicien avec qui je travaille, parce que j'ai un studio d'enregistrement, qui m'a dit mais j'ai rencontré un musicien qui est pas loin de ton studio, qui joue dans le métro, et ce serait bien que tu le rencontres. Et en fait, on s'est rencontrés. Et depuis, ça fait 10 ans maintenant. Et autour de ces créations, en fait. tu montes une formation, tu composes pour lui. Pedro, il est quand même assez libre dans sa vision de la musique. Mais après, le studio, c'est vraiment un travail de studio que je fais avec lui.
nous permet d'arranger les créations. De fixer ses idées, et puis avec toutes ces idées, de se dire ce serait bien qu'on invite des gens, parce que c'est quelqu'un de très très populaire dans les musiciens, donc il a toujours plein d'invités, plein d'idées, donc voilà. C'était forcément Avant-Garde, installé à l'E47, et les filles, venez un petit peu plus près, parce que j'aime bien qu'on voit les maquilleuses qui depuis tout à l'heure ont mis en beauté un petit peu tout le monde. Vas-y, faites un coucou à la caméra de là-bas, et voilà. Merci. Parce que les gens pensent souvent que je suis tout seul. Tourne la caméra dans la salle un petit peu là. Vas-y. Merci d'être venu. On se revoit dans un mois. J'espère que vous avez bien mangé, vous avez bien apprécié. Allez, un second titre. Merci. Fentene fene dume leve Jarabi manyo Ne furunyo Na toma jafa manyinde Même si je suis pauvre, je t'aime. Souvent, je suis absent, mais je t'aime. Ben malon, allô manide. Majara bibo, imaye fe majara bibo. Also.
malo malo manyide. Je nous imagine, toi et moi, disons, sur nos cheveux, couleur sel et poivre, dans une de chevaux, dans les fins fonds du désert de la Libye ou de la Tunisie, peu importe le Mississippi. Je n'aurai rien, mais je t'aimerai toujours. Chérie, je nous imagine 10 années à venir, le poids de l'âge sur nos cheveux, ça les poivre. Je n'aurai rien, je n'ai rien, mais je t'aime. Jarabi, ane dumbe leve. Jarabi, ne dumbe leve. Jarabi, ne dumbe leve. Voilà, thank you. Rap.